Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de l'économie, pour faire l'analyse des actualités boursières et c'est le bon moment pour partager les idées pendant cette période estivale. Peut-être vous êtes en vacances, si c'est le cas, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Et les bourses prennent un petit peu des couleurs également, visiblement avec le soleil qui est très très riche cette année, cet été. Donc, et on va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe et pourquoi les marchés montent malgré que les fondamentaux sont toujours très fragiles. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un like. Désolé de vous demander ça chaque fois. C'est très important pour YouTube. Mes vidéos sont gratuites. Je travaille gratuitement pour vous, donc j'espère que ça vous plaît et si ça vous plaît, n'oubliez pas s'il vous plaît de faire cette petite geste de gentillesse. Je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram où vous pouvez participer dans nos discussions quotidiennes et le site mydecash.fr dont l'adresse vous voyez sur votre écran où il y a mon blog en fait où je publie quasiment tous les jours les actualités de la presse économique et de manière très synthétique mon opinion, mon sentiment actuel sur les marchés financiers. Et bientôt d'ailleurs, je vais communiquer, bien évidemment, je vais publier beaucoup plus d'informations. Donc c'est assez intéressant de faire partie du site mydecash.fr dès maintenant si vous voulez suivre les évolutions de mon projet. Voilà. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé que les marchés, pour moi, redeviennent haussiers et les hedges que j'avais toujours dans mon portefeuille sous une forme des options put. Je vous rappelle qu'il existe au sein du projet Mind de Cash, actuellement, il existe un club Option Invest que vous pouvez rejoindre si les options, ce sont des instruments extrêmement efficaces pour optimiser vos performances et qui peuvent changer complètement votre vision d'investissement en bourse. Vous pouvez nous rejoindre sur ce club Option Invest. Donc actuellement, pour protéger mes positions, j'ai choisi l'approche de hedging. Hedging, c'est quoi? Cela veut dire que j'achète un produit dérivé en parallèle avec mes positions principales sur les marchés boursiers qui me protège en cas de difficultés. Et cette année, il y a eu beaucoup de difficultés et à plusieurs reprises, ces options put, ces options des droits de vendre, m'ont déjà sauvé à plusieurs fois la performance de mon portefeuille qui est actuellement en surperformance, donc je surperforme les marchés, donc je suis malheureusement encore toujours un petit peu en négatif, mais rien de dramatique, pour une année difficile comme c'est le cas pour l'année 2022. C'est plutôt pas mal parce que, bon, évidemment, ce n'est pas du tout la meilleure année pour les bourses. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, une fois qu'on fasse notre traditionnel tour de radar de la bourse, de notre tableau de bord de la crise, de la situation macroéconomique, je vais essayer de répondre d'ailleurs sur un des commentaires que j'ai reçu sur Telegram qui a attiré mon attention. En fait, la personne, elle se demandait pourquoi les marchés sont haussiers malgré que les fondamentaux n'ont pas tellement changé. Et effectivement, c'est une question, surtout si on débute en bourse, elle est tout à fait légitime à se poser. Et je pense que c'est une des questions qui sont une des principales questions à répondre quand vous intervenez en bourse pour comprendre que comment les marchés réagissent par rapport aux actualités fondamentales. Donc ça sera le sujet principal de cette vidéo qu'on va toucher dans la deuxième partie. Mais on va commencer traditionnellement par notre tableau de bord. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc là, je pense que vous êtes tous au courant, j'ai déjà dit très brièvement, que tous les indices développés sont en forte hausse cette semaine. Et donc là, on va commencer à regarder traditionnellement par S&P 500. De toute façon, c'est un benchmark pour tout le monde développé. Et voilà, mon modèle que j'ai dessiné et que j'ai prévu qu'elle soit cassée probablement cette fois, elle a été cassée. Et lors de la séance du vendredi, qui était finalement baissière, nous avons touché le seuil symbolique de 4000 points sur l'indice S&P 500. Donc ça, c'est déjà la troisième tentative de casser ce canal qui a marché vraiment depuis fin de l'année 2021. Donc vous imaginez, c'est quand même c'est rare que j'avais une telle stabilité sur un modèle technique. Donc c'était vraiment parfait pour le trading. Et maintenant, je pense que très probablement, on va se diriger plutôt vers les moyennes mobiles de 50 jours, soi-disant vers le niveau de 4000
3. J'ai déjà quelque part prédit, je jouais un petit peu en visionnaire la semaine dernière, que les marchés allaient casser rapidement le seuil de 4000 points sur le S&P 500. C'était déjà plus ou moins fait. On n'a pas encore concrétisé. On n'a pas réussi de fermer la semaine au-dessus de 4000 points, ce qui serait déjà un très bon signal pour l'avenir. Mais dans tous les cas, je pense que la situation, elle est beaucoup plus positive de point de vue technique. Donc là, pour moi, la prochaine cible, c'est 4003. Par contre, je m'attends très probablement une petite correction quand même technique parce que on est parti vraiment trop vite et trop fort sur cette semaine. Donc, je ne serais pas étonné de voir encore une ou deux séances baissières au début de la semaine qui peuvent être un peu trompeuses. Parce que c'est vrai que pour passer ce niveau qui est déjà, qui fonctionnait déjà depuis la fin de l'année dernière, donc ça fait déjà plus de 6 mois, et donc, c'est quand même pas facile. Donc, du coup, il y aura forcément une tentative pour revenir sur les anciennes résistances qui sont devenues du coup support et essayer de revenir dans ce canal parce qu'il y a quand même une grosse quantité de positions qui ont été prises à ces niveaux-là. Donc, c'est pour ça, ça forme des niveaux techniques. C'est comme ça que fonctionne l'analyse technique. C'est pas uniquement la psychologie des marchés, mais c'est aussi des volumes qui ont été pris sur un tel ou tel niveau boursier. Voilà, grosso modo, pour moi, il y aura encore une tentative de retest des niveaux techniques, donc soi-disant sur 3009, peut-être 3850 au pire, et pour repartir par la suite sur retester les 4000 et aller vers 4003, voire plus haut. Donc j'ai du mal un petit peu encore à croire qu'on va aller tester les plus hauts historiques. Je vous répète qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la prévision de JP Morgan Chase qui voit déjà S&P 500 à 4800, je crois que c'était vers la fin de l'année, début de l'année prochaine, donc c'est vraiment excellent. Après, on avait analysé l'optimisme de JP Morgan Chase, je vous ai donné mon avis, que j'étais un peu plus réservé, mais je m'attends tout à fait, en tout cas à court terme, je suis en ligne avec leurs pronostics, que pour moi, effectivement, les indices devraient vivre quand même en certains rebonds techniques. Quelles sont les origines de ce rebond technique? C'est l'inflation. Paradoxalement, c'est l'inflation. Tout simplement, effectivement, elle a battu les records. Donc là, 9,1%, c'est un chiffre absolument incroyable. Mais faites beaucoup attention que ce chiffre, elle a été prélevé au pire moment des prix de gasoline aux États-Unis et ou bien les prix d'essence, grosso modo, aux États-Unis. Donc ça, c'était vraiment la pire période pour prendre les données statistiques pour l'inflation. Et automatiquement, les investisseurs ne sont pas dupes, ils comprennent parfaitement que aujourd'hui, le pétrole a chuté vraiment très fort. On a vu le graphique du pétrole lors de Café de dimanche dernier. Et on a vu que vraiment la chute, elle était quand même assez impressionnante et assez vertigineuse. Et donc forcément, on se dit que les prochaines publications des statistiques seront probablement et il y a de très fortes chances que ce sera beaucoup meilleur que nous avons vu dans les derniers CPI américains. Et les marchés l'anticipent. Ça c'est un point qui est très important pour notre deuxième partie de cette vidéo, que les marchés, ils ont essayé d'anticiper comme ils le font d'habitude pour justement aller chercher les petits rebonds, souffrir ces petits rebonds, sous prétexte justement de l'inflation. Ça peut être vraiment très paradoxal si vous êtes novice en bourse, mais c'est comme ça que ça se passe généralement sur les marchés, parce que les marchés voient dans l'avenir, ils comprennent bien que les prix de l'énergie ont baissé, le gaz, il a baissé, il a vraiment chuté ce mois-ci, avec la reprise du pipeline de Gazprom. Pour combien de temps, je n'en sais rien. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai prévu de parler de beaucoup de sujets. Je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de temps. Et notamment, je voulais parler de la géopolitique. Donc évidemment, si on parle de Gazprom, on parle de la Russie, on parle de Vladimir Poutine, on parle de l'Ukraine. Donc c'est une question géopolitique. Mais vu que c'est un sujet un petit peu sensible, j'ai décidé de faire aborder ces sujets dans des vidéos à part. Bon, certaines personnes qui ne veulent pas le voir ne vont pas le faire. Voilà, donc je vais faire comme ça. C'est assez étonnant que la géopolitique on va dire, provoque pas mal de réactions négatives. Pourtant, surtout aujourd'hui, ça affecte énormément les marchés financiers. Et d'ailleurs, en parlant de la précédente vidéo de Café de Dimanche, je voudrais vous apporter mes excuses pour un problème de son qu'on a eu. J'aime bien mettre un petit fond, on va dire, parce que je trouve que ça permet consommer le contenu de manière un petit peu plus aisée.
Et j'ai fait une erreur de paramétrage, malheureusement le son était un peu trop fort, donc du coup, la vidéo qui a quand même eu 500 likes, n'oubliez pas, votez. C'était quand même très très bien, mais malheureusement il y a eu ce défaut et je m'en excuse encore une fois. Et d'ailleurs, je n'ai pas oublié que je vous ai promis, si j'aurai 500 likes, je pense qu'il me manque 4 sur la vidéo précédente, je vais vous faire une vidéo sur l'analyse du bilan des entreprises. Donc ça, je vais trouver un petit moment pour le faire, mais ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Et ça vous permettra d'être assez autonome pour faire des analyses rapides des sociétés en bourse. Voilà, donc là je reviens vers mes graphiques. Donc en fait, grosso modo, je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est tout simplement que l'indice S&P 500, il suit le modèle. Le modèle est en train d'être cassé et tout comme prévu en fait. Il suffit de revoir ma vidéo précédente, malgré le son qui n'était pas terrible. En gros, on est en train de le casser et je pense que cette fois, il ne va pas tenir et je devrais refaire mon travail de l'analyse technique pour vous reproposer un autre modèle éventuellement qui sera plus à jour par rapport à la situation du moment. On va jeter un œil sur le CAC 40, mais ça ressemble énormément. Vous voyez, on a eu aussi plusieurs tentatives de sortie de ce canal. Donc après, on peut dessiner de manière différente ce canal. Donc on peut peut-être le prolonger et dire que voilà, aujourd'hui, on est en train de tester vers le seuil le plus haut. Mais c'est vrai que la configuration reste plutôt la même. Donc, mais faites attention que, ce qui est très intéressant de point de vue technique, les adeptes de l'analyse technique, je pense, que vont me féliciter pour ça, que le mouvement baissier, il a commencé encore bien avant la guerre en Ukraine. Donc cette chute énorme que nous avons vécue, ça c'était justement le début de la guerre en Ukraine. Et ensuite, mais par contre, le mouvement baissier, il a commencé bien avant. Donc, vous voyez, donc là, on pouvait déjà trader ici à la baisse sans aucun problème et on aurait pu vraiment en profiter pendant le pire moment. C'est aussi la psychologie du marché. Ça peut être paradoxal, ça peut paraître comme une coïncidence, mais pas tout à fait. Parce que les attentes de récession, les problématiques vous savez, de l'inflation, on avait aussi le energy crunch, c'était pas lié à la guerre en Ukraine à la fin de l'année 2021, c'était lié à d'autres phénomènes. Notamment, il avait les histoires de charbon en Chine, je ne sais pas si vous vous souvenez encore. C'était il n'y a pas longtemps, mais les choses vont tellement vite en ce moment qu'on oublie rapidement les actualités. Mais c'était il y a encore quelques mois, on a eu un energy crunch, notamment en Angleterre. Et les problématiques de la hausse des prix de l'énergie, il était déjà bien présent avant la guerre en Ukraine. Et cette guerre, elle a accentué ce phénomène. Donc évidemment, ça fait vraiment un black swan, un véritable black swan sur les marchés. Et vous voyez que la réaction était brutale. Ce qui est aussi intéressant à noter sur le CAC 40, que on a touché le même seuil. Ben, après, l'amplitude de la baisse était bien moins importante. Mais récemment, là, le 5 juillet, pardon, on était au plus bas de ce cycle baissier et on a touché quasiment le même seuil qu'au pire moment après la guerre en Ukraine. Donc vous voyez, on a déjà glissé pas mal plus bas. Et le CAC 40 qui est pourtant rempli des valeurs value, ce qu'on appelle, donc il y en a beaucoup plus que par exemple dans l'indice Nasdaq et même dans l'indice S&P 500. Après, je n'ai pas trop comparé parce que S&P 500, évidemment, il y a beaucoup plus de valeurs. Mais CAC 40, il contient quand même beaucoup de valeurs cycliques, beaucoup de valeurs value. Et certains disaient que les valeurs value vont surperformer. Bon, c'est vrai qu'ils ont surperformé certaines valeurs technologiques, de loin pas toutes, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on voit que l'indice CAC 40, qui est orienté value, il est resté quand même très baissier cette année également. Donc ça serait très difficile que si on investit tout simplement sur l'indice CAC 40. Et si je vais extrapoler un tout petit peu la même logique que j'ai appliquée pour S&P 500, dans l'hypothèse qu'on devrait aller chercher la moyenne mobile de 200 jours, c'est celle-ci, donc on devrait remonter vers le niveau de 6640. J'aime bien arrondir parce que c'est vrai que bon, j'utilise l'analyse technique, mais je pense que les chiffres ronds marchent quand même un tout petit peu mieux. Notamment parce que pour les chiffres ronds, nous avons des strikes sur les marchés des options. En fait, parce que les options sont tradées par strike, donc pour chaque sous-jacent, vous avez plusieurs strikes qui sont échangés en bourse. Et donc, les strikes correspondent dans la plupart des cas aux chiffres ronds sur la courbe des prix dans tel ou tel actif. Voilà, en gros, pour CAC 40, pas grand-chose à rajouter, j'ai juste précisé les niveaux, si vous trouvez que mon hypothèse fait du sens. Donc sur CAC 40, on devrait, dans ce scénario, aller chercher le niveau de 1600, donc ce qui est déjà pas mal. Donc, et ça ouvre une certaine marge pour le gain en bourse.
avec nos PEA, parce que c'est vrai que je suis plus orienté dans mes investissements sur les valeurs américaines, mais évidemment, j'essaie de tenir compte que vous, principalement, vous avez vos PEA, et donc pour vous, le CAC 40, c'est un benchmark principal de votre patrimoine boursier. Ensuite, Apple, je vais m'arrêter un tout petit peu sur les GAFAM parce que plusieurs sociétés des grosses technologiques américaines, elles ont annoncé qu'ils vont ralentir les embauches. Le premier, c'était Apple, et là, je fais un post sur mydecash.fr où je disais que peut-être le mot GAFAM va perdre une des deux lettres A. Vous savez, j'avais toujours une opinion assez partagée sur l'Apple, donc j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette action, parce que je suis vraiment pas très sûr de ce que je dis, parce qu'en fait, à chaque fois, je rate l'opportunité avec cette action, parce que peut-être c'est la raison, c'est que Apple, elle communique très peu par rapport à leur projet, parce qu'ils ont une approche de communication assez fermée. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vous mettent devant un fait accompli, on va dire, on peut dire comme ça, que voilà, on a implémenté ça, aujourd'hui on propose un tel produit avec tel feature, mais ils ne communiquent pas spécialement quels sont leurs projets de très long terme. On entend des bruits, évidemment, il y a des différentes fuites d'informations. On se dit que genre, ils vont certainement travailler sur l'intelligence artificielle, sur la voiture autonome, mais il y a très peu de concret. Et je vis toujours dans une impression que cette entreprise elle est en perte de vitesse depuis le départ de Steve Jobs, malheureusement, un très grand entrepreneur que j'apprécie énormément. Et donc cette entreprise, j'investissais quasiment jamais parce que justement, je ne sais pas dans quoi, je ne comprends pas dans quoi j'investis, parce qu'au jour actuel, quand elle présente des nouveaux gadgets, ce n'est pas fou, c'est de la très bonne qualité. Vous savez, moi aussi, j'ai mon iPhone et j'utilise beaucoup les produits de Apple, mais par contre, qu'est-ce que le lendemain pour cette entreprise? Où est-ce qu'ils veulent aller? Par exemple, pour Meta, avec tous les Facebook, avec tous les inconvénients ce qu'on peut trouver concernant Mark Zuckerberg, etc., ils ont annoncé clairement qu'ils vont se diriger vers le metaverse. Par exemple, Microsoft, il se dirige vers l'intelligence artificielle avec tout un tas de services dans le cloud. Google, c'est assez clair aussi, parce que bon, il y a aussi de la voiture autonome, il y a tout un tas de projets, mais Google, il est relativement ouvert, il intervient sur tout un tas de créneaux. Pour Apple, moi, je n'en sais rien. Peut-être que je ne suis pas suffisamment bien informé, et c'est pour ça que je vous propose d'ouvrir cette petite discussion dans les commentaires à cette vidéo pour partager avec notre communauté qu'est-ce que vous en pensez. Tout le monde dit que c'est une valeur de bon père de famille, mais quand j'entends ce mot, ça me fait peur généralement. C'est parce que, vous savez, Natixi, c'était aussi, quand elle a fait l'introduction aux bourses, elle prétendait d'être un bon père de famille orienté à ce type d'investissement extrêmement prudent. Et finalement, ça s'est transformé en une catastrophe boursière. Voilà. Et donc, euh, pour Apple, c'est pas une catastrophe, c'est sûr, de loin, mais sa valorisation, quand même, elle est exigeante. Donc, je ne dis pas qu'elle est excessivement chère, mais elle est quand même, ce niveau de valorisation sous-entend un certain nombre de perspectives. Et quelles seront ces perspectives? Pour moi, ce n'est pas très clair. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est plus clair que pour moi. Peut-être encore une fois je rate une opportunité, peut-être pas. Voilà. Et voilà. Mais par contre, par la suite, les autres GAFAM, elles ont annoncé aussi qu'ils vont réduire les embauches. Mais par contre, il ne faut pas non plus trop faire des conclusions hâtives parce que la baisse des embauches, ça ne va pas dire qu'ils vont arrêter de travailler. Ça veut dire que peut-être ils ont complété leurs équipes, peut-être ils ont déjà abouti à un certain nombre de stabilité au niveau de leur staff. Et par contre, en plus, ils ont embauché déjà pas mal de personnes ces derniers temps. Donc, à un moment donné, ils ne vont pas embaucher sans cesse tous les jours des personnes parce que ce sont des entreprises technologiques. Une fois qu'ils ont des équipes complètes, peut-être qu'ils ont tout simplement plus besoin. Il ne faut pas aller chercher plus, quoi. Mais en même temps, il y a quand même des messages assez alarmants, notamment depuis Facebook et Google, que le marché de la publicité commence à souffrir. C'est un signe de ralentissement économique, c'est un signe de la récession dans laquelle nous nous trouvons presque certainement déjà. Mais pour moi, c'est pas une nouvelle, vous voyez. Donc, par exemple, Google, il a chuté en bourse le vendredi, mais pour moi, ce n'est pas spécialement un indicateur alarmant. Tout simplement, il constate un fait qui était déjà connu en avance, en tout cas pour moi. Donc, c'était clairement clair et net que nous sommes dans une récession, clairement qu'il y aura une baisse du chiffre d'affaires en pub. Et bon, là, tout à fait collé
à la configuration économique actuelle. Euro-dollar, donc on n'a pas su rester en dessous de la parité, mais bon, encore une fois, je m'en fous de l'euro-dollar. Plus l'euro est faible, mieux c'est pour les exportateurs européens. Euh, c'est plus une forme de relance, pourquoi pas. Donc là, je vois pas ça comme un gros problème dans tous les cas. Voilà, Euro CHF, bon, pour moi, c'est très bien parce que, vous savez, je suis en Suisse. En fait, je travaille en Suisse. Et donc, pour moi, le CHF fort, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je ne pleure pas. Et pour moi non plus, c'est un indicateur tout simplement. D'un côté, évidemment, on connaît la faiblesse de l'euro. Et on connaît qu'il y a quand même certains risques, il y a une récession, donc, et on cherche maintenant les valeurs refuges. CHF, c'est une valeur refuge par excellence, donc on y va. Et deux phénomènes qui se rejoignent, donc c'est tout à fait normal que cette paire de devises attende des niveaux historiquement bas. Concernant d'ailleurs l'euro et la Banque centrale, Christine Lagarde, elle a essayé de révéler ses plans, comment elle va continuer à stimuler l'économie, ce fameux outil magique de la BCE, mais pour l'instant, il y a très peu de clarté et en plus, elle est repartie pour reanalyser ces mesures. Mais apparemment, selon les informations de Bloomberg, c'est que ce nouveau outil que Lagarde va nous proposer, il ne va pas être tellement différent et elle va essayer de cibler en fait les cas plus concrets, mais finalement, les conditions pour être éligible aux aides de la BCE seront tellement larges et tellement flexibles que finalement, c'est elle qui va décider comment, où diriger l'argent lors des réunions visiblement de la Banque Centrale Européenne. Mais je vais vous apporter plus de détails une fois que moi-même je sais, une fois que tous ces points soient concrétisés, soient confirmés par la présidente de la Banque centrale. Le 10 ans américain, il a glissé encore, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là, on n'est pas reparti au-delà des 3%. Je vous disais toujours que au-delà des 3%, ça commence à m'inquiéter parce que ça commence à être vraiment élevé. Mais pour le moment, nous restons dans les taux élevés. Bon, élevés quand on sait que l'inflation est au-delà de 9% et on voit 2,75 le 10 ans, ça fait pas très élevé. Le taux réel reste historiquement négatif. C'est vraiment incroyable parce que le taux de 10 ans, il baisse et l'inflation, elle continue à augmenter. Donc maintenant, on est vraiment dans une forme d'un QI caché parce que aujourd'hui, investir à taux fixe, c'est vraiment il n'y a aucun sens économique pour faire cela. Et sur les autres paramètres de notre tableau de bord, Brent n'a pas beaucoup bougé, le VIX il est resté plus ou moins sur les niveaux de la semaine précédente, plus haut que historiquement quand on abordait tous les plus hauts historiques sur les bourses, mais plus bas que pendant les crises. Ensuite, tout ce qui est l'or, je regarde de moins en moins parce que bon, j'ai du mal à comprendre son évolution. Bitcoin, il a repris un tout petit peu, mais il reste extrêmement volatile. L'Italie, bon, sur les niveaux 3, presque 3,4, donc c'est élevé, mais bon, c'est élevé par rapport aux risques et risques politiques en plus qui sont actuellement en Italie. Je ne pense pas que ce soit élevé, mais ce sont des pays qui sont souvent aidés indirectement par la BCE qui rachète les obligations des pays fragiles. Voilà, c'est ça l'image économique actuelle. Donc on n'a pas des gros changements, sauf les indices, vous voyez, c'est ce que je disais la semaine dernière. Donc globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais par contre, les indices sont repartis à la hausse. Et là, maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous répondre à la question pourquoi les marchés remontent quand sur les fondamentaux tout reste très mal. Eh bien, j'ai déjà donné une partie de la réponse à cette question au début de cette vidéo quand je vous ai parlé que les marchés anticipent certaines choses, notamment quand on parlait de l'inflation. Là, c'était vraiment un excellent exemple. Les marchés, ce qui est très important à comprendre si vous débutez en bourse, que les marchés ne vivent pas le moment présent. Donc, par exemple, quand vous ouvrez Wall Street Journal, toutes ces actualités qui tombent ce matin, ils sont déjà prises en compte par les marchés financiers. C'est paradoxal, vous allez me dire comment ça c'est possible parce que ce sont des actualités vraiment très chaudes, mais parce que le marché il anticipe des choses et après si ce sont des choses qui se confirment, il peut prendre la direction opposée par rapport, il serait censé de prendre par rapport à cette nouvelle. Je vous donne très bien un exemple. Par exemple, imaginez que le marché anticipe que la Fed va monter les taux. Okay, monter les taux, c'est mauvais pour la bourse, mais vu qu'elle anticipe, donc du coup, elle va baisser largement en avance. Donc elle va baisser peut-être en mois, voire 2 mois en avance, mais quand ça sera annoncé, dans les faits, le marché peut remonter, et remonter parfois très fortement.
Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une pire nouvelle, parce qu'ils n'ont pas monté plus que prévu. Si tout était aux normes, tout était comme prévu, souvent on observe sur les marchés financiers une réaction dans un sens inverse. Donc du coup, dans l'opposé de ce que le marché devrait aller du point de vue du sens économique de l'événement. Voilà, ça c'est très important à comprendre que le marché anticipe toujours. Donc ça ne sert à rien d'essayer de regarder les news et commencer à trader par rapport à ces news. Ça c'est vraiment une stratégie où vous allez quasiment certainement perdre. Si je pourrais avoir un ETF comme ça qui fait les réactions par rapport aux actualités boursières du jour, j'aurais bien aimé de shorter cet ETF à long terme. Ça serait vraiment une position quasi parfaite de point de vue de profit and loss. Donc il faut toujours comprendre que quand vous investissez dans le marché, il y a une part de spéculation, il y a une part de jeu. Si vous arrivez à anticiper les choses, dans ce cas-là, vous allez gagner. Si vous n'arrivez pas à anticiper les choses, vous n'allez pas gagner, vous allez soit perdre, soit rester flat. Voilà, donc c'est ça qui est un point très super important à comprendre. Ici, je reviens sur la situation actuelle des marchés. Pourquoi maintenant les marchés montent quand on a toujours la guerre en Ukraine, on a toujours de l'inflation au pic, vraiment au maximum? Tout simplement parce que le marché il a déjà réfléchi, il a analysé les courbes de pétrole comme moi j'ai fait dans le dernier café de dimanche, et il s'est dit que tiens, cette inflation des CPI à 9,1, elle était prise quand les marchés étaient au plus haut. Maintenant, on voit concrètement que les prix de l'énergie ont baissé, donc ça veut dire que la prochaine annonce sera plus positive. Et quand cette annonce va arriver, si elle sera en ligne avec les attentes, vous allez voir que les marchés peuvent chuter, tout simplement parce qu'ils s'attendaient à une bonne surprise. Vous voyez, les marchés sont un petit peu un animal fou furieux, parce qu'en gros, il surréagit quasiment toujours. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas du tout un adepte de la théorie du marché efficient, qui est quand même pourtant utilisée dans les mathématiques financières pour évoluer un certain nombre d'actifs. Les marchés efficients, en gros, ils disent que le cours actuel de marché liquide tient compte de toutes les actualités connues. Donc, toutes les actualités connues, c'est probablement, c'est quasi certain, mais par contre, elle tient encore plus compte des anticipations, et c'est là où ça tourne en fait. Si on tenait compte uniquement de ce qui est connu, dans ce cas-là, le marché, il ne serait pas du tout liquide, il serait toujours à l'arrêt, parce que cette information, on va dire, si on parle de monde ouvert, de monde démocratique, où il y a la presse, etc., elle est accessible à tout le monde. On peut se dire qu'il n'y aurait jamais de liquidité sur les marchés, tout simplement parce que tout le monde ait l'accès à la même information, tout le monde fait les mêmes conclusions ensemble, quasi automatique, donc du coup, tout le monde est d'accord sur le cours, du coup, le cours ne va jamais bouger. Mais en fait, pourquoi le cours bouge quand même? Parce qu'on n'est pas d'accord sur le marché. Quand vous me vendez une action et moi je l'achète, ou l'inverse, dans ce cas-là, vous pensez que ça va baisser, et moi je pense que ça va monter, ou l'inverse, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très important à comprendre que quand vous allez trader, il faut toujours se projeter à l'avenir. Et typiquement, par exemple, pour la guerre en Ukraine, la moindre bonne nouvelle, vous voyez, comme la guerre en Ukraine n'est pas du tout finie, je vais vous en parler plus en détail, je vous rassure, je ne vais pas parler de la géopolitique pendant ce café de dimanche ensoleillé. Euh, il n'est pas fini du tout, mais par contre, il y a des petits mouvements du style ouverture des ports en Ukraine. Encore une fois, ce n'est pas confirmé, mais moi, j'y crois pas vraiment. Ensuite, et en plus, bon, non, j'ai promis, je ne veux pas parler de géopolitique, j'en parle pas. Et en plus, il y a aussi le gaz qui a commencé à couler dans les pipelines de Gazprom. Toutes ces petites nouvelles qui peuvent demain être invalidées complètement, elles jouent en faveur de la reprise boursière. Et vu que quand même les opérateurs, les investisseurs, ils avaient de l'argent, pendant la chute, ils ont vendu. Certains sont en forte perte, je pense notamment à Cathy Woods, d'ailleurs, qui a fermé un de ses ETF récemment, donc j'ai aussi publié sur mon blog. N'oubliez pas de le rejoindre, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, n'oubliez pas avant de partir. Donc du coup, beaucoup de gérants de fonds veulent investir maintenant, parce qu'il il y a certaines actions, certains cours de bourse sont très attractifs, et dès qu'il y a un moindre vent frais sur cette petite crise boursière que nous vivons cette année, il se positionne, et il se positionne par anticipation. Et qu'est-ce qui va se passer si vous allez être pragmatique, comme a conseillé Benjamin Graham, Warren Buffett, etc., etc. Je vais être très, on va dire, bon père de famille, je vais attendre d'abord la confirmation fondamentale de quelque chose pour aller investir. Mais qu'est-ce qui va se passer? En gros, vous allez probablement toujours perdre, tout simplement, parce que les marchés en anticipant vont déjà être là quand la nouvelle va tomber, du coup quand vous allez réagir, et ça sera trop tard d'agir. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il faut agir en anticipant cet événement, et c'est là où vous prenez le risque. Parce que si vous réagissez déjà après le fait,
Dans ce cas-là, tout est déjà dans les prix, tout sera déjà pricé, vous allez être toujours derrière la courbe boursière, comme un petit voyou qui essaie de rattraper le train qui départ. Et voilà, c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Donc du coup, dire que l'analyse fondamentale et l'analyse technique, c'est pour ça qu'il y a toujours une compétition, vous voyez, parce que les deux sont importants. Et ce que je dis toujours sur la chaîne Mind the Cash, trois piliers en compréhension de la macro, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, tous les trois sont importants. Et parce que, par exemple, si je rencontre un adepte de l'analyse fondamentale, je peux, on va dire, le battre en utilisant les arguments des techniciens. Si je rencontre un adepte des techniciens, je vais les battre avec les arguments fondamentaux. D'ailleurs, les deuxièmes seront plus difficiles à battre, d'ailleurs. Ça, c'est paradoxal, parce que le prix liquide, il y a cette qualité d'anticipation. Parce qu'il y a quand même une communauté qui se positionne, il y a des insiders qui se positionnent. Avec les graphiques, vous pouvez en quelque sorte anticiper mieux le fondamental. Et c'est ça son but, en fait, justement, de l'analyse technique, c'est que euh, dans les cours, dans le comportement des marchés, vous pouvez les comparer par rapport à l'historique, vous pouvez avoir des différents signaux techniques qui vont vous permettre de dire que, genre, voilà, à partir de ce moment-là, le marché commence à se retourner. Cela veut dire que le vent change, cela veut dire que probablement le marché commence à anticiper autre chose. Et si vous êtes pur technicien, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, je m'en fiche complètement de quoi parle le marché, je dis que tout simplement dans les faits, en maintenant, l'avis sur les marchés change. Donc ça veut dire qu'il faut que moi je change aussi mon avis. C'est comme ça que ça fonctionne, et j'espère que maintenant pour vous ça va être un peu plus clair comment fonctionnent les marchés, pourquoi parfois on voit les hausses quand tout va mal, et l'inverse, les baisses quand tout va plutôt bien, mais ça arrive plus rarement. C'est surtout le premier cas qui arrive. Notamment, je me souviens, le 2008-2009, la crise, vraiment la pire des crises économiques récentes. La reprise, elle a commencé en mars 2009, après une seule phrase de Mario Draghi à l'époque, qui était le président de la BCE. Et c'est ça qui a donné le start d'un rebond de 10, presque 12 ans sur les marchés financiers. Et pourtant, l'économie était en ruine en ce moment. Donc si on regarde les statistiques économiques, si on regarde objectivement ce qui se passe dans l'économie réelle, c'était une cata. Et pourtant, les marchés ils partaient de 7%, 10% par jour sur les grands indices. C'était tout à fait normal parce que le marché commence à anticiper autre chose. Le marché a réalisé que la politique monétaire des banques centrales change dans le sens de sauver les marchés. Et ce qui s'est passé maintenant, la communauté internationale, la communauté bancaire, la communauté d'investisseurs a vite compris que ça change tout et tout a été changé et nous avons vécu 12 ans de hausse ininterrompue sur les bourses mondiales. Voilà. Et pour les plus fidèles, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de un de mes secteurs préférés qui est en train de rebondir très très fortement. Et il s'agit de le secteur de la biotech orienté sur l'édition du génome. Donc après, c'est une thématique assez sensible, donc c'est beaucoup de critiques envers cette pratique médicale. Donc en gros, on peut changer le génome d'un humain. En fait, on peut reprogrammer la personne en quelque sorte, donc ça fait un peu peur quand on entend dire ça. Mais par contre, c'est un secteur que moi je vois comme un des secteurs d'avenir dans la médecine. J'ai commencé mes investissements par CRISPR Therapeutics, c'est une société suisse qui détient un des plus gros brevets sur ces technologies de CRISPR. Et cette technologie m'intéresse toujours. Et donc, du coup, dans ces valeurs qui ont chuté, bien évidemment, il y a une énorme volatilité. Tout de suite, en disclaimer, c'est la catégorie B, ça peut bouger de 20, 10%, même 40%, c'est possible. Évidemment, il faut très bien gérer son exposition au risque. Ce sont des valeurs qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Souvent, bon, il y en a certaines longues, mais il ne faut pas croire que c'est des valeurs déjà bien établies. Ça reste du futurisme en tout cas. Et moi, je trouve que le plus efficace pour s'exposer sur ce secteur, c'est les quatre valeurs que vous voyez sur votre écran. C'est CRISPR Therapeutics, Intelia, Unicure, c'est hollandais, et Editas Medicine. Euh, Quelques éléments en fait par rapport à ces quatre valeurs. Les deux, CRISPR et Intelia, sont des valeurs beaucoup plus grosses, déjà qui commencent à dégager du chiffre d'affaires. Donc on peut allouer un chouïa plus d'argent sur ces valeurs-là. Par contre, Editas et Unicure, ça c'est des pures startups. Il faut les voir comme ça, comme venture capital. Donc si vous voulez un jour y investir, je ne fais pas de recommandations. Je répète que je ne suis pas un conseiller d'investissement. Je n'ai pas le droit de donner de conseils. Je vous dis que moi j'investis dans ces valeurs, toutes les quatre valeurs que j'ai dans mon portefeuille.
CRISPR, elle est en positif, Intelia, elle est en positif, mais les deux autres qui sont en très négatif. Mais mon exposition sur le Editas et Unicure, elle est extrêmement faible, franchement extrêmement faible. Et d'ailleurs, Editas, c'était ma pire performance il y a encore quelques semaines. Je perdais genre de l'ordre de 70%, mais par contre, la position pesait 0,5% de mon portefeuille. C'est vraiment rien du tout. Donc, du coup, même s'il disparaît de la cote, ce ne sera pas du tout la catastrophe pour moi. Et là, maintenant, elle a pas mal repris cette valeur. Donc, je commence, bon, je suis loin de l'équilibre, mais par contre, comme toutes les autres valeurs de ce secteur, ils reprennent très vite et très fort. Intelia, c'est une qualité assez particulière parce que c'est une des meilleures valeurs du secteur, ainsi que CRISPR. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, je sais qu'il y a un certain qui était intéressé par cette thématique quand j'ai commencé la chaîne Mind de Cash. Et donc, peut-être que vous avez oublié, je vous rappelle que ces valeurs-là semblent de repartir à la hausse. Après, si vous voulez, vous pouvez faire une analyse technique c'est un peu plus détaillé parce que bon là c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo de Café de Dimanche, mais ça peut être intéressant de jeter un œil envers ce secteur qui a beaucoup de perspectives. Pour CRISPR Centellia, la profitabilité elle est attendue seulement en 2025. Donc vous voyez, il faut attendre, il faut être patient encore pour ces valeurs-là, mais par contre, si ça marche, ça peut devenir vraiment des futurs Facebook et Amazon, on dit ça souvent, je sais, mais de la médecine, voilà, c'est possible. Parce que c'est vrai que ça peut changer tout, ça peut traiter le cancer, ça peut traiter quasiment toutes les maladies graves. Donc, et pour les maladies graves, je peux facilement croire que ça serait autorisé. Après, je ne sais pas à quel point ça sera banalisé, ce type de traitement, mais dans tous les cas, pour ceux qui est très grave, c'est des très fortes chances que ça soit autorisé et les prix seront élevés. Donc, du coup, les marges sont élevées de ces entreprises. À voir, chacun prend sa décision pour lui-même. Et je vous souhaite le meilleur sur cette belle parole, de passer un très bon dimanche, profitez bien du soleil et je vous dis à très bientôt sur mindcash.fr tous les jours. Sur mon Instagram, si vous voulez connaître un petit peu plus sur ma vie en Provence, dans le sud de la France, et connaître un petit peu mieux moi, donc pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, donc je vous invite à rejoindre également ma chaîne Instagram. Allez, à très bientôt. Bye bye.